gens qui restent ne valent pas la peine d'être sauvés. En 2018, John Krasinski sort le film Sans un bruit, ou A Quiet Place, en VO. Le film en lui-même était très bien, très soigné en termes de mise en scène, la tension était efficace, les personnages étaient attachants, on croyait vraiment à l'horreur de ce film. On avait un film d'horreur assez inédit et qui fonctionnait très bien. Malheureusement, je n'avais pas pu le voir au cinéma celui-là, et je regrette parce que je pense que mon expérience aurait été encore meilleure si je l'avais vu au cinéma en 2018. En 2021, soit 3 ans après, sort sa suite Sans un bruit 2, qui en VO s'appelle A Quiet Place 2. Ouais, un peu comme The Last of Us Part 2, oui. Pourquoi pas. Cette suite est un film que j'attendais, surtout qu'à la base il devait sortir en 2020 pour une soirée spéciale où il repassait le 1 avant. Malheureusement, cette soirée avait été annulée parce que ça allait être la deuxième période de confinement. Je regrettais énormément que cette soirée ait été annulée, mais heureusement Sans un bruit 2 est enfin arrivé dans les salles et j'ai enfin pu le voir. Ça aurait été mieux si j'avais vu les deux à la suite, donc je me suis refait le 1 avant, mais quand même ça compte. Et que vaut Sans un bruit 2 ? Eh bien parlons d'abord de l'histoire. Après les événements qui se sont passés à la ferme, la famille Abbott est obligée de quitter la ferme et de trouver un nouveau refuge. Ils tombent sur des pièges qui sont censés attirer les créatures et sur un survivant qui ne leur est pas inconnu. Emmett. Avec son aide, ils vont voir s'il y a d'autres survivants qui existent encore dans ce monde. Oui, c'est très simple. Mais je vois pas comment vous la résumer autrement sans spoiler en fait. En soi, ce film est très bon, il est à la hauteur du premier. J'ai du mal à dire s'il est meilleur ou moins bon que le premier de très peu, mais honnêtement je l'aime autant que le premier. C'est aussi bien travaillé en termes de mise en scène, de tension et plein d'autres éléments, mais il a des défauts, et il faut qu'on en parle. Bon, par contre, mes défauts, c'est vraiment du chipotage, hein. Je préfère vous prévenir. Donc, dans les défauts, je vais commencer par une incohérence par rapport à la fin du premier film. Pour ceux qui se souviennent, à la fin du premier film, la famille Abbott avait trouvé un moyen d'affronter ces créatures, et donc de les tuer. Ce qui est quand même inédit. À la fin, il y avait deux autres bestioles qui rappliquaient, parce que justement, l'une d'elles a été tuée par Evelyn Abbott, et donc, ça a attiré les deux autres monstres qui ont une ouïe aussi ultra sensible. Le problème, c'est que ce film reprend directement comme si ces deux créatures n'arrivaient jamais. Ce qui est un peu problématique parce que ça crée une légère incohérence. Au pire, ça aurait été bien de voir les cadavres de ces deux créatures. Il me semble qu'on ne les voit pas. C'est une légère incohérence, mais ça compte quand tu fais attention. Après, je l'ai remarqué parce que j'ai revu le premier juste avant d'aller voir le 2. C'est peut-être pour ça. Mais ça reste une légère incohérence quand tu fais attention. Aussi, est-ce qu'on comprendra tout en regardant ce film sans avoir vu le premier, vu qu'en VO il s'appelle Partie 2 ? Je suis pas sûr. Surtout que c'est la suite directe du 1. Ça se passe directement après le 1. C'est vraiment limite quelques minutes après. Donc, faut peut-être que vous voyez le premier film. C'est une recommandation, mais moi je pense que si vous n'avez pas vu le premier et que vous regardez ce deuxième film, vous ne comprendrez pas tout. Et j'ai bien dit pas tout. Ça veut pas dire que vous comprendrez pas la majorité des choses, mais il y a des choses que vous ne comprendrez peut-être pas. Sinon, il y a un faux raccord lumière dont j'aimerais parler, que j'ai remarqué, c'est une discussion entre Emmett et Regan. Ils sont en train de parler, ils sont assis sur des escaliers, il me semble, et il y a le soleil qui est en train de se lever. Le problème, c'est que quand la caméra est sur Regan, on a l'impression qu'il fait encore nuit, on n'a pas l'impression que le soleil se lève. Et pourtant, quand le plan est de dos et qu'on voit Emmett qui part, là on voit le soleil qui se lève. Donc logiquement, il devrait avoir la lumière du soleil un peu dans la figure. Mais non. En soi, c'est un petit faux raccord lumière, ce n'est pas dramatique. Mais quand t'as de bons yeux et que tu fais attention, ça se remarque. Sinon, par rapport à Emmett, on devine facilement le pourquoi il s'est retrouvé seul quand on voit l'introduction. Ça, c'est vrai que c'est pas de la faute du film totalement. C'est moi qui ai deviné parce que j'ai vu ça, je me suis dit ok, j'ai compris. Mais c'est vrai que c'est un peu regrettable que j'ai deviné aussi facilement. Après, il y a quand même un peu d'inattendu qui marche. Mais sur ça, voilà quoi. Il y a un peu de prévisible dans ce film aussi, il faut le dire. Et enfin, la fin, j'ai l'impression qu'elle est incomplète. Autant la fin du premier, ça faisait une fin qui disait il y aura peut-être une suite, mais c'était pas sûr. Là, c'est une fin, t'as l'impression qu'il manque une scène, une séquence. Je vais pas vous spoiler la fin, rassurez-vous, je le ferai en partie spoil. Mais la fin, on a vraiment l'impression qu'il manque une scène de conclusion pour les personnages. Et c'est ça le problème justement. Après, c'est une théorie personnelle, je pense que John Krasinski a peut-être prévu de faire un 3, donc une partie 3. Je n'ai pas dit que ce serait forcément ça, mais ce n'est pas impossible, on pourrait avoir une partie 3, et si c'est le cas, c'est peut-être pour ça que la fin est comme ça. Mais je suis désolé, cette fin, moi, elle me laisse un peu sur ma faim, elle me fait dire qu'il manque encore un petit quelque chose. Et pourtant, le film fait 1h30. À part ça, je n'ai pas grand chose à dire de négatif, le reste est plutôt très bien travaillé. Déjà, en termes de personnages, il y a du développement, mais plus pour les enfants que pour les adultes. Pour les adultes, on a toujours Evelyn Abbott, jouée par
Emily Blunt, qui est une actrice que j'aime beaucoup, hein, je préfère être honnête. Et là, c'est toujours la mère qui cherche à protéger ses enfants à tout prix malgré les difficultés. Et là, elle n'a plus le père pour l'aider. Elle est toute seule à se débrouiller pour aider ses enfants. Et honnêtement, c'est beau de voir à quel point elle est déterminée parce que ça nous montre à quel point elle aime ses enfants. Tout en étant un personnage très attachant et qu'on a envie de voir réussir. On a envie de la voir survivre et de prendre soin de ses enfants. Et puis bon, maintenant qu'elle a perdu son mari, ça ne m'étonne pas qu'elle se donne à fond pour protéger ses enfants. Dans le premier, c'était surtout le père qui protégeait les enfants. Là, c'est elle qui essaye de protéger ses enfants en faisant de son maximum malgré les difficultés. Ensuite, on a Emmett, joué par Cillian Murphy. C'est un survivant solitaire qui a perdu sa famille. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est pas du spoil. Et qui depuis veut rester seul afin de survivre seul parce qu'il n'a pas confiance aux autres survivants, même ceux qu'il connaît. Apparemment, c'était un ancien ami de la famille Abbott, surtout du père. C'est un bon personnage. C'est un personnage intéressant, nouveau, on sait maintenant qu'il a un lien avec la famille Abbott, et justement, même ce lien, on se pose la question, est-ce que ça fait qu'il va les aider, qu'il va les laisser? C'est ça qui est intéressant. Après, lui aussi, il a un développement et une évolution plutôt intéressante. En tout cas, le personnage en lui-même, il est nouveau, mais il fonctionne bien. Ça fait un peu comme la logique Walking Dead, c'est-à-dire le père est mort, donc il y a un nouveau membre qui arrive. Mais c'est pas dit qu'il prend la place du père. C'est juste un nouveau membre qui est là pour le remplacer. Mais ça ne veut pas dire qu'il aura le même rôle. Ensuite, on a Regan Abbott, joué par Millicent Simmonds. Ouais, je suis désolé, hein, j'ai du mal avec certains noms, donc je lis. C'est une jeune fille sourde et muette qui a réussi à utiliser son appareil auditif pour en faire une arme pour lutter contre ces créatures. Là, dans ce film, elle est déterminée à vouloir retrouver d'autres survivants, agir un peu comme son père, si vous préférez, à vouloir sauver tout le monde. Et surtout, à protéger sa mère parce qu'elle aimerait prendre les devants pour se protéger elle-même. Chose qu'on peut comprendre en se mettant à sa place. Après la perte de son père dont elle s'en veut beaucoup, elle veut prouver à son père et à sa mère qu'elle peut se débrouiller toute seule. Non pas pour aller en solitaire et se dire débrouillez-vous sans moi, je ferai moins de victimes, mais dans le sens laissez-moi ma chance de trouver un espoir, de trouver d'autres survivants et je reviendrai vous sauver. Et dans le cas ici présent, ça marche. Regan est un personnage très attachant, voire peut-être le plus intéressant du film parce que cette fois elle se démarque de sa famille. Donc de ce côté-là, Regan, je dis oui, personnage le plus intéressant du film. Ensuite on a Marcus Abbott, joué par Noah Jupe. C'est un garçon assez effrayé, chose qu'on peut comprendre depuis la perte de son père, parce que contrairement à Regan, lui, il est terrorisé. Il a peur de prendre ses responsabilités, il a peur de protéger le bébé ou même sa mère parce qu'il ne se sent pas capable d'affronter ces créatures. Et en soi, Marcus a un développement aussi assez intéressant. Là, c'est vraiment un enfant qui a peur pendant tout le long, qui essaye de se trouver un courage, mais qui ne peut pas s'empêcher d'avoir peur, sauf à un moment précis dans son évolution, mais ça on en reparlera dans les évolutions. Il est moins intéressant que Regan, mais je trouve qu'il a quand même un petit côté intéressant. L'homme sur l'île, joué par Jimon Hunsu, c'est un homme qui vivait paisiblement sur son île, et voilà, il a sa petite communauté, il est heureux, il cherche à faire venir d'autres survivants. C'est un homme avec beaucoup de cœur, l'opposé de l'idée des survivants qu'a Emmett, et justement, c'est intéressant. Donc en termes d'évolution, je reviendrai sur Marcus et sur Regan. Les deux deviennent plus adultes. En fait, on a Regan qui veut prouver sa valeur en essayant de faire l'adulte. On a Marcus qui continue d'agir comme un enfant en étant terrorisé, malgré qu'il cherche à avoir du courage pour protéger son petit frère. Ou sa petite sœur, j'avoue que ça je ne m'en rappelle plus si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, les deux ont une évolution intéressante et quand on les voit vers la fin, on a l'impression qu'ils sont devenus plus adultes, voire, j'ose le dire, que maintenant ce ne sont plus les parents qui vont protéger les enfants, mais les enfants qui vont protéger les parents. Enfin, les enfants qui vont protéger les adultes, pardon, parce que Emmett n'est pas leurs parents. Donc dans l'idée, faire que les enfants grandissent et donc à leur tour protègent les gens auxquels ils tiennent, c'est une bonne idée. Après, il y a aussi Emmett qui devient un peu plus ouvert d'esprit par rapport à Regan et à son espoir de trouver d'autres survivants. C'est un peu moins intéressant, mais je trouve que c'est quand même une bonne évolution du personnage, surtout avec ce qu'il a subi et sa mentalité. En termes de mise en scène, je suis assez impressionné de ce que fait John Krasinski. Faut savoir qu'il a pas beaucoup de films à son actif, et Sans un bruit 2, il montre qu'il a encore la notion de la mise en scène. La mise en scène est soignée sur beaucoup de points, même dans les plans où c'est censé être horrifique, ça marche. On a peur à la fois pour les personnages, mais aussi pour nous, on se dit putain si on est à leur place avec cette mise en scène, on est dans la merde. Après il y en a qui diront que c'est pas à leur goût, je peux comprendre. Moi personnellement, pour ce qu'ils nous proposent, je trouve que la mise en scène est bien gérée. D'ailleurs, puisqu'on parlait de la mise en scène, parlons-en, la tension est excellente. À chaque fois qu'une de ces bestioles est là, à chaque fois qu'il y a un gros bruit qui arrive, on a peur pour les personnages. Parce qu'on se dit, maintenant que le père est mort, personne n'est à l'abri. Tout le monde peut mourir. Bon, c'est vrai, il y a un peu l'aura du « mais on est les personnages principaux, on peut pas mourir ». C'est vrai, mais ça ne nous empêche pas de ressentir de la tension et justement de se dire, ils vont se faire avoir, on ne sait pas. Même ce film nous prouve que finalement, certains personnages ne sont pas à l'abri.
Mais en soi, oui, la tension est très efficace, due à la mise en scène et au deuxième critère dont on va parler là, le jeu d'acteur est magnifique. Tous les acteurs, et je dis bien tous les acteurs s'en sortent à merveille. Alors Emily Blunt, évidemment, elle a déjà fait ses preuves, mais surtout Millicent Simons et Noah Jupe, vous jouez très bien. Je ne sais pas quel âge ils ont, je me suis pas informé, je vous mettrai ça là dans la vidéo, mais honnêtement, ils jouent très bien leur rôle, ils sont très bons. Mais c'est incroyable de voir comment ces deux acteurs-là arrivent à se démarquer des autres. Et je dis ça alors qu'Emily Blunt et Cillian Murphy sont deux acteurs avec énormément de talent. Ils sont tous très bons. L'horreur est excellente par la mise en scène, le jeu d'acteur de tous les personnages. De ce côté-là, j'ai rien à dire, c'est vraiment du très bon travail. Franchement, c'est un des rares films d'horreur où je me dis que je n'ai pas envie d'être à la place des personnages parce que je sais que moi je serais terrorisé. Je serais recroquevillé sur moi-même comme les gens dans le bar et je me dirais putain fait que quelque chose va me sauver. Donc oui, l'horreur est de très bonne qualité, tout comme les effets spéciaux qui sont assez bien travaillés, les créatures sont toujours aussi bien faites. Le symbolisme a quelques éléments qui marchent bien, comme la peur qui symbolise réellement le désespoir, qu'on se dise tout de suite. Tu te dis tout de suite, si tu fais un bruit, t'es foutu. On a aussi la musique à la radio qui est un symbole d'espoir. Et on a d'autres éléments, mais je vais pas tout vous citer parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Et on a d'autres éléments qui fonctionnent très bien aussi. En termes d'inattendus, il y a quelques points qui marchent bien, le coup des survivants, ça se voit un peu, mais d'autres éléments fonctionnent assez bien. Il y a des références au premier film qui sont bien faites en termes de développement de personnages, mais aussi vraiment des références qui sont bien faites de manière discrète. Vous avez par exemple l'avion du premier film. C'est une référence vraiment discrète quand on fait attention. La photographie, elle n'a rien de particulier, mais je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment très bien travaillée dans ce film. Je sais pas, la photographie est simple avec la lumière, mais j'aime bien. Le montage a été très bien soigné, très bien géré en termes de découpage, en termes de mise en scène, et aussi en termes de son. Parce que un des points les plus positifs du premier film, c'était d'arriver à jouer entre le silence et le bruit. En fonction des personnages, en fonction de qu'est-ce qui va se faire ou pas, qu'est-ce qui va arriver, et bien là, ça le fait encore. Ça le fait un peu moins, mais ça marche très bien. Même dans les moments de silence, t'arrives à avoir peur pour les personnages. Les musiques sont toujours aussi bonnes et les décors sont assez bien travaillés. Je me demande si ça a été fait en studio ou en extérieur. Donc, partie spoil, je pourrais vous parler d'abord de la fin comme on avait dit. À la fin, Regan se sert de son sonotone sur une station de radio afin de diffuser le son. Son frère le reconnaît, prend la radio pour justement l'utiliser contre la créature et les deux prennent les armes pour tuer les créatures. C'est-à-dire que Regan, elle prend une barre de fer, elle tue la bestiole. Marcus de son côté prend le flingue qu'avait laissé Evelyn et tue la bestiole aussi. Quand je vous dis que ça fait une très belle évolution de personnage, c'est ça qui est bien. Le problème c'est que quand tu vois ça en mode badass, le film se coupe. C'est fini après, le film se termine en mode désolé, c'est fini. Et c'est ça que je reproche encore une fois, il manque une séquence. Peut-être où on les voit se retrouver, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux groupes séparés. Il y a Evelyn avec Marcus et il y a Regan avec Emmett. Donc forcément tu les vois séparés et tu vois cette fin, tu te dis... Ok, je pense qu'il a prévu un 3. Mais même en ayant un 3, je trouve que cette fin aurait pu avoir une dernière scène un peu plus convaincante. Ou du moins qui conclut le long métrage en fait. Tu peux donner un aperçu d'une suite, mais tu peux aussi apporter une conclusion, un peu de mystère. Comme t'as fait pour le premier justement. Mais là, tu l'as pas apporté. Sinon, encore une fois, l'évolution des enfants est très bien. Partie spoil, je pourrais vous parler aussi de ces créatures parce que on s'est toujours demandé quel était leur point faible. Alors, bien sûr, on avait le fameux fait qu'ils soient hypersensibles au son, et donc s'ils ont un son trop fort dans les oreilles, ultrason de préférence, ils ont mal. Mais on apprend aussi qu'ils ne savent pas nager. Est-ce que ça veut dire que ces créatures ne sont que sur le continent américain? Parce qu'il me semble, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que nous sommes sur le continent américain. Donc ces bestioles ne sont qu'en Amérique. À moins que ces bestioles n'aient réussi à monter sur un bateau de croisière ou des bateaux normaux, et donc à arriver aux autres continents. Mais ça c'est pas dit et honnêtement je crois pas que ça soit important. Dans tous les cas, le fait qu'ils ne savent pas nager, ça donne un petit espoir de trouver un endroit où ils pourraient vivre en paix sans avoir ces bestioles aux fesses. Alors je voudrais revenir aussi sur un groupe de survivants qu'on voit avant de voir l'homme sur l'île avec toute sa communauté. On voit un groupe de survivants assez bizarre et ils veulent emmener Regan. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je vois ça, ça me rappelle Ellie quand elle s'était fait capturer par David le cannibale. Mais David le cannibale, pour ceux qui se souviennent dans The Last of Us, c'était pas qu'un cannibale. Il voulait pas manger Ellie, lui. Il voulait faire autre chose. Et je vais éviter de le rappeler parce que je n'ai pas envie de traumatiser des gens ou spoiler des gens qui n'ont pas joué à The Last of Us. D'ailleurs, jouez-y, The Last of Us, il est très bien. Mais en soi, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit... Ah oui, donc il y a vraiment des survivants qui ont perdu la boule. Qui me surprend pas, parce que bon, ce genre de situation, ça dépend comment tu réagis. Mais quand même, j'ai pas envie d'imaginer ce qu'ils auraient fait à Regan s'ils avaient réussi à la récupérer. Et maintenant que j'y pense, ces créatures, vous trouvez pas qu'elles ont les dents de Venom?
D'ailleurs, elles font le bruit d'un claqueur, c'est ça qui m'a surpris. Elles font les bruits des claqueurs de The Last of Us, on reconnaît des bruits similaires, mais elles ont les dents de Venom. Voilà, donc je pense que je n'ai plus rien à ajouter, donc ce que je peux dire sur Sans un bruit 2, c'est que je trouve que c'est un très bon film que je vous recommande de voir si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez les films d'horreur. En tout cas, moi personnellement, Sans un bruit 2, j'ai beaucoup aimé, je l'ai autant aimé que son premier film, en même temps c'est la suite directe, c'est peut-être pour ça aussi, et même si je n'ai pas pu voir le premier film au cinéma, ce que je regretterai beaucoup de temps, je ne regrette pas d'avoir vu ce deuxième film au cinéma, même si j'ai dû faire un peu plus de trajet que prévu. Parce que je ne sais pas pourquoi, il n'est pas dans tous les cinémas de France. Enfin voilà, Sans un bruit 2, je l'attendais, je suis très content de l'avoir vu, j'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray DVD pour le rajouter à ma collection. Je ne sais pas si on aura réellement un 3, même si vu la fin c'est bien parti pour, mais si c'est le cas, j'irai voir le 3 avec grand plaisir, en espérant qu'il soit à la hauteur des deux premiers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Sans un bruit 2, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!